On nous dit dans Genèse au chapitre 7 que toutes les sources du grand abîme ont été brisées et que les eaux se sont déversées de l'intérieur de la terre pendant 150 jours ou 5 mois. Les vannes ou les fenêtres du ciel ont été ouvertes et les pluies torrentielles sont tombées dans le monde entier pendant 40 jours et nuits. En conséquence, toutes les autres collines et les montagnes, toute la terre était couverte par un océan mondial. Toute vie terrestre respirant l'air a été balayée et a péri. 2 Pierre 3, verset 6 confirme le monde qui existait, alors fut inondé d'eau et périt. Bien que le langage sobre et concret des Écritures décrive clairement un cataclysme mondial de l'eau, certaines personnes rejettent encore entièrement le récit biblique d'un déluge, tandis que d'autres interprètent le déluge de l'époque de Noé comme simplement local. Mais une catastrophe aussi rapide et étendue d'une inondation mondiale laisserait des traces sur les continents à travers le monde, même 4500 ans plus tard. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 arguments ou 10 faits prouvant que le déluge mentionné dans la Bible n'est absolument pas un mythe, mais simplement une réalité. Si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, ici, nous prêchons la vérité et notre but est de restaurer la vérité. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, partagez afin de sensibiliser le plus de personnes. On en discute juste après le générique. La première preuve irréfutable de la réalité du déluge mentionné dans la Bible sont les fossiles marins élevés sur les montagnes. Les fossiles sont l'une des meilleures preuves d'un déluge mondial, en particulier là où de nombreux fossiles se trouvent. Par exemple, nous ne trouvons pas de créatures marines telles que des poissons, des paludes et des coraux enterrés et fossilisés sur le fond marin où elles vivaient autrefois. Au lieu de cela, nous trouvons la plupart d'entre eux enterrés dans des roches sédimentaires sur les continents, même sur les autres montagnes. Pour que cela se produise, les eaux océaniques devraient totalement inonder les continents. Et c'est exactement ce que la Bible décrit pendant le déluge mondial. On trouve des fossiles d'ammonites ou des calmars à coquilles enroulées dans des couches calcaires très haut dans l'Himalaya au Népal, près du sommet de l'Everest. Bien sûr, le mont Everest n'était pas là avant le déluge, de sorte que les eaux océaniques n'ont pas eu à s'élever à plus de 8840 mètres au-dessus du niveau actuel de la mer pour le recouvrir. Au lieu de cela, les couches sédimentaires qui composent maintenant l'Himalaya se sont d'abord déposées sur le continent lors du déluge. Les couches se sont déformées et soulevées à la fin du déluge pour former les imposantes montagnes himalayennes que nous voyons aujourd'hui. De même, on trouve les fossiles marins dans la plupart des couches rocheuses exposées dans les parois du Grand Canyon en Arizona aux États-Unis. À plus de 900 mètres au-dessus du niveau de la mer, le Red Wall Limestone est l'un des meilleurs exemples de ces couches rocheuses. Il contient généralement des organismes ressemblant à des paludes, des coraux dentelles, des lits de mer, des paludes ou des escargots marins, des animaux ressemblant à des limules, des calmars comme des créatures et même des dents de poisson. Ces fossiles marins se trouvent conservés au hasard dans ce lit de calcaire. Par exemple, bien que les lits de mer vivants aient des disques empilés les uns sur les autres pour constituer leur tige, dans le calcaire, ces disques sont pour la plupart séparés les uns des autres. Ces créatures marines ont été détruites de manière catastrophique et enterrées dans ce sédiment de chaux maintenant élevé sur le continent. La deuxième preuve est d'immenses cimetières de fossiles dans le monde. D'innombrables milliards de fossiles de plantes et d'animaux sont retrouvés enterrés dans de vastes cimetières à travers le monde. Par exemple, des milliards de nautiloïdes à coquilles droites et chambrées de toutes tailles différentes se trouvent fossilisés avec d'autres créatures marines comme des crinoïdes, des coraux, des brachiopodes, des gastéropodes et bryozoaires. Dans une couche de 2 mètres d'épaisseur dans le Red Wall Limestone du Grand Canyon. Ce cimetière de fossiles s'étend sur 290 km à travers le nord de l'Arizona et le sud du Nevada aux États-Unis, couvrant une superficie de moins de 30 000 km². Pour former un si vaste cimetière de fossiles, il a fallu
100 km3 de sable calcaire et de limon, s'écoulant dans une bouillie épaisse semblable à une soupe à plus de 5 mètres par seconde, ce qui est équivalent à 18 km par heure, ou submerger et enterrer de manière catastrophique cette énorme population vivante de nautiloïdes. Comment cela aurait-il pu se produire à moins que l'eau océanique ne monte et ne se déferle rapidement sur les continents lors du déluge mondial catastrophique? Dans un autre cimetière de fossiles, à Monceau-les-Mines, en France, des centaines de milliers de créatures marines ont été enterrées avec des amphibiens, des araignées, des scorpions, des mille-pattes, des insectes et des reptiles. Ces créatures marines et terrestres se trouvent enterrées ensemble sur le continent. Comment cela aurait-il pu se produire à moins que les eaux océaniques ne montent et ne se déferlent rapidement sur le continent lors du déluge mondial catastrophique? Le troisième point est les fossiles parfaitement préservés. Pendant le déluge, de nombreuses créatures ont été enterrées et fossilisées si rapidement qu'elles ont été parfaitement préservées. Parce que de nombreux poissons ont été enterrés vivants, les détails fins de leurs nageoires et de leur orbite ont été préservés. Même des lentilles composées de nombreux yeux trilobites sont toujours disponibles pour une étude détaillée. Les espèces délicates étaient également bien conservées. Maursonite spriggi est une méduse fossilisée qui a été trouvée dans un lit de grès couvrant plus de 1000 km² de l'arrière-pays sud-australien. Des milliers de ces méduses sont impeccablement préservées dans ce lit de grès. Ceci est important car les créatures au corps mou, comme les méduses qui se lavent sur une plage aujourd'hui, fondent au soleil ou sont détruites par le fracas des vagues. Sur la base de ces connaissances, le découvreur a conclu que toutes ces créatures marines fossilisées au corps mou ont été enterrées en moins d'une journée. Maintenant, regardez attentivement ce fossile d'Ichthyosaure. Seul un enterrement rapide pourrait préserver des fossiles avec ces détails aussi fins, comme cet Ichthyosaure. Certains calmars ont été fossilisés avec de l'encre, comme dans leur sac d'encre. Et dans un exemple classique d'enterrement rapide, un ichthyosaure ou un reptile marin d'environ 2 mètres de long a été fossilisé au moment de l'accouchement. 1 minute, cette énorme créature venait de mettre au monde son bébé. Puis quelques secondes plus tard, sans avoir le temps de s'échapper, la mère et le bébé étaient ensevelis dans une catastrophique avalanche de boue de chaux. Seul le déluge mondial catastrophique pourrait rapidement ensevelir autant de grandes créatures dans des couches aussi étendues. La quatrième preuve est la répartition des sédiments sur le continent. Les fossiles ne sont pas la seule preuve omniprésente qui confirme le récit de la genèse du déluge mondial. Couvrant de vastes zones sur tous les continents se trouvent des couches de roches sédimentaires déposées par des conditions d'inondation catastrophiques. Bon nombre de ces couches de sédiments peuvent être tracées à travers les continents et même entre les continents. Par exemple, les lits de craie du Crétacé du sud de l'Angleterre, bien connus pour leurs spectaculaires falaises blanches le long de la côte, peuvent être retracés à l'ouest et au nord à travers l'Angleterre et réapparaître en Irlande du Nord. En sens inverse, ces mêmes couches de craie peuvent être tracées à travers la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, le sud de la Scandinavie et d'autres parties de l'Europe jusqu'en Turquie, puis en Israël et en Égypte et jusqu'au Kazakhstan. Remarquablement, les mêmes lits de craie avec les mêmes fossiles et les mêmes strates distinctives au-dessus et en dessous d'eux se trouvent également dans le Midwest des États-Unis, du Nebraska au Texas et de l'Alabama et du bassin de pêche en Australie occidentale. De même, les couches de roches sédimentaires exposées dans les parois du Grand Canyon ne sont pas uniques à cette région. Depuis près de 60 ans, les géologues ont reconnu que ces strates appartiennent à 3 des 6 mégaséquences ou séquences épaisses et distinctes de couches de roches sédimentaires qui peuvent être tracées à travers l'Amérique du Nord. La couche sédimentaire horizontale la plus basse du Grand Canyon est le grès de Tapeas, appartenant à la mégaséquence de Sauk. Avec ces équivalences, c'est-à-dire des couches au même niveau de strates et composées des mêmes métaux et composées des mêmes matériaux,
Le grès de Tapeas couvre une grande partie des États-Unis et certaines parties du Canada et du Groenland. Mais ils peuvent également être retracés à travers l'Afrique du Nord et au-delà jusqu'en Israël, en Jordanie et en Arabie Saoudite. Seules les eaux océaniques montant pour balayer les continents dans le déluge global peuvent expliquer ces couches sédimentaires à l'échelle continentale. La cinquième preuve est la caractéristique des couches sédimentaires. Il est difficile d'imaginer quelles forces ont été nécessaires pour déposer une si vaste série de couches à l'échelle du continent. Mais certaines des caractéristiques des couches nous donnent une bonne indication de cette force. Par exemple, il y a d'énormes rochers au fond du grès de Tapeas et l'unité se compose de lits de sable érodés, des roches cristallines dures sous-jacentes et déposées par de violentes tempêtes. C'est la preuve que des forces massives ont déposé ces couches de sédiments rapides et violemment à travers tous les États-Unis et au-delà en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Les processus lents et progressifs d'aujourd'hui ne peuvent pas expliquer ce dépôt catastrophique, mais le cataclysme mondial des inondations peut le faire. La force de l'inondation mondiale est également évidente dans le grès de Coconino, de couleur chamois, dans les murs près du sommet du Grand Canyon. En moyenne, il mesure 96 mètres d'épaisseur et couvre une superficie de près de 2,4 millions de kilomètres carrés, s'étendant du Mexique au Canada. Le volume de sable dans cette couche est d'environ 230 000 km3. Le grès de Coconino contient également les caractéristiques physiques appelées lits croisés dans la couche horizontale globale de grès. Ces lits croisés sont clairement visibles sous forme de lits inclinés. Une explication possible est qu'il s'agit de vestiges des vagues de sable produites par les courants d'eau qui ont déposé le sable comme les dunes de sable, mais sous l'eau. Il peut être démontré que l'eau coulant entre 4,8 ou 8 km/h a déposé le grès de Coconino sous forme de feuilles massives de sable, avec des vagues de sable atteignant 18 mètres de haut. À ce rythme, toute la couche de grès de Coconino aurait été déposée en quelques jours seulement. La frontière séparant le grès de Coconino et la formation Hermite, qui est une couche inférieure, ne montre aucune preuve des millions d'années d'érosion qui, selon les géologues évolutionnistes, devraient exister entre ces couches. La sixième preuve est qu'on n'a découvert aucun signe de millions d'années entre les couches. Si les couches sédimentaires ont mis des centaines de millions d'années à s'accumuler au rythme lent d'aujourd'hui, alors les frontières entre de nombreuses couches sédimentaires devraient être brisées par de nombreux reliefs topographiques avec des surfaces altérées par des millions d'années d'usure et d'érosion après le dépôt de chaque couche. Cependant, dans les conditions catastrophiques de l'inondation mondiale cataclysmique, même si les surfaces terrestres étaient brièvement exposées, toute érosion aurait été rapide et généralisée, laissant généralement derrière elle des surfaces planes et lisses. Aux limites entre certaines couches sédimentaires, on ne trouve des preuves que d'une érosion rapide. Dans la plupart des autres cas, les limites sont plates et sans relief, sans aucun signe d'érosion, ce qui est cohérent avec l'absence de longues périodes de temps écoulées pendant le cataclysme mondial des inondations. Les strates sous le grès Tapeas du Grand Canyon ont été rapidement érodées puis largement grattées. Cette érosion s'est produite à l'échelle mondiale parce que nous voyons ces effets partout où les Tapeats et ses équivalents se trouvent en Amérique du Nord, en Afrique et au Moyen-Orient. Cette érosion massive a affecté de nombreuses couches rocheuses sous-jacentes différentes, granit et roches métamorphiques et strates sédimentaires inclinées. Nous savons que cette érosion à grande échelle a été rapide car nous ne trouvons aucune preuve d'altération sous la limite. De même, la frontière entre le grès de Coconino et la formation Hermite est plate, sans relief et tranchante d'un bout à l'autre du Grand Canyon. Aucune preuve n'indique l'érosion de la formation Hermite avant le dépôt du grès de Coconino. Pourtant, dans le centre et l'est de l'Arizona, près de 610 mètres de grès, de schiste et de calcaire se trouvent au sommet de la formation d'Hermite, censée représenter des millions d'années de dépôt avant que le grès de Coconino ne soit déposé au-dessus d'eux. Mais il n'y a aucune preuve des supposés millions d'années d'érosion à cette limite
dans la région du Grand Canyon, alors que ce dépôt se produisait ailleurs. Le 7e point est la preuve dans les plis. Une autre preuve que ces couches se sont formées rapidement et non sur des millions d'années sont les plis que nous trouvons dans des couches de sédiments. Lorsque la roche dure est pliée, elle se fracture et se brise invariablement car elle est cassante. Seule la roche non durcie peut se plier lorsqu'elle est molle et malléable, plastique, comme la pâte à modeler. Lorsque l'eau dépose des sédiments dans une couche, une partie de l'eau reste piégée entre les grains de sédiments. Au fur et à mesure que d'autres couches sédimentaires sont déposées dessus, la pression resserre les grains de sédiments et expulse une grande partie de l'eau. Au fur et à mesure que la couche de sédiments s'assèche, les produits chimiques qui se trouvaient dans l'eau entre les grains se transforment en un ciment naturel. Ce ciment transforme la couche de sédiments initialement molle et humide en roche dure et cassante. Ce processus peut se produire en quelques heures, mais prend généralement des jours ou des mois, selon les conditions qui prévalent. Cependant, cela ne prend pas des millions d'années, même dans des conditions géologiques lentes d'aujourd'hui. Les 1370 mètres de couche sédimentaire dans les parois du Grand Canyon se dressent plein au-dessus du niveau de la mer d'aujourd'hui. Les mouvements de la Terre dans le passé ont poussé cette séquence sédimentaire pour former le plateau de Kaibab. Cependant, la partie orientale de la séquence n'a pas été poussée autant et se trouve à environ 762 mètres plus bas que la hauteur du plateau de Kaibab. La frontière entre le plateau de Kaibab et les canyons orientaux moins surélevés est marquée par un grand pli en forme de marche appelé le monoclinal de Kaibab oriental. Ces couches sédimentaires plissées sont visibles dans plusieurs canyons latéraux. Par exemple, le Great Tapeap plié peut être vu à Carbon Canyon. Ces souches de grès étaient pliées à 90 degrés, mais la roche n'était pas fracturée ou cassée à la charnière du pli, comme on pourrait s'y attendre avec d'anciennes roches cassantes. Toutes les couches au-dessus du Great Tapeas ont été pliées de la même manière. Les géologues évolutionnistes soutiennent que ces couches se sont déposées sur des centaines de millions d'années, puis le plateau de Kaibab a été soulevé il y a environ 60 millions d'années, provoquant le plissement. Mais comment ces couches sédimentaires pourraient-elles être encore molles et malléables comme si elles venaient d'être déposées? L'explication conventionnelle est que sous la pression et la chaleur de l'enfouissement, les couches durcies se sont pliées si lentement qu'elles se sont comportées comme si elles étaient en plastique et ne se sont pas cassées. Cependant, la pression et la chaleur auraient provoqué des changements détectables dans les textures et les minéraux de cette roche. Mais nous n'observons pas de tels signes dans ces roches. La seule conclusion logique est que toutes ces séquences de strates s'est déposées en succession rapide en quelques mois, au début du cataclysme d'inondation mondiale de plusieurs mois, suivi du soulèvement du plateau de Kaibab à la fin de l'inondation quelques mois plus tard, lorsque les sédiments étaient encore souples et malléables. Si après toutes ces preuves, si vous n'êtes toujours pas convaincu, j'ai sélectionné 3 preuves extra-bibliques des mythologies de certaines tribus pour essayer de vous convaincre. La première, ou bien la 8e si on veut continuer dans notre chronologie, est une mythologie indienne. Selon la mythologie indienne du déluge, l'homme Manu était le seul survivant du grand déluge, combinant les caractéristiques des figures bibliques hébraïques de Noé et d'Adam. Le premier homme, le Shatapatha Brahma, raconte comment Manu a été averti par un poisson à qui il avait fait une gentillesse, qu'une inondation détruirait l'ensemble de l'humanité. Il a donc construit un bateau, comme le conseillait le poisson. Lorsque le déluge est arrivé, il a attaché ce bateau à la corne du poisson et a été dirigé en toute sécurité vers un lieu de repos au sommet d'une montagne. Lorsque l'inondation s'est retirée, Manu, le seul survivant de l'humanité, a effectué un sacrifice versant des obligations de burn et de lait aigre dans les eaux. Au bout d'un an, naquit des eaux une femme qui se déclara comme la fille de Manu. Ces deux-là devinrent alors des ancêtres d'une nouvelle race humaine pour reconstituer la terre. Dans le Mahabharata, ou bien la grande épopée de la dynastie Bharata, le poisson est identifié au dieu Brahma, tandis que dans les Puranas, ou bien anciens lore, c'est Mastya
l'incarnation du poisson du Seigneur Vishnu. La neuvième preuve extra-biblique est la culture aztèque en Mésoamérique. Les Aztèques, qui sont probablement originaires d'une tribu nomade du nord du Mexique, sont arrivés en Mésoamérique vers le début du XIIIe siècle, de leur magnifique capitale Tenochtitlan. Les Aztèques sont devenus la force dominante du centre du Mexique, développant une organisation sociale, politique, religieuse et commerciale complexe qui a amené de nombreuses cités-États de la région sous leur contrôle au XVe siècle. Les envahisseurs dirigés par les conquistadors espagnols Hernán Cortés ont renversé l'empire aztèque par la force et capturé Tenochtitlan en 1521, mettant fin à la dernière grande civilisation indigène de la Mésoamérique. Les Aztèques croyaient que 4 mondes avaient existé avant l'univers actuel. Ces mondes ou soleils avaient été détruits par des catastrophes et l'humanité avait été entièrement anéantie à la fin de chaque soleil. Le 4e soleil, Nahuatl, ou bien 4 eaux, s'est terminé par une gigantesque inondation qui a duré 52 ans. Seul un homme et une femme ont survécu, abrités dans un immense sièpre, mais ils ont ensuite été transformés en chiens. La 10e preuve extra-biblique est la mythologie grecque. Je ne vous donnerai pas de résumé sur la mythologie grecque, mais tout ce que nous pouvons dire est que dans une partie de la mythologie grecque, Deucalion, le fils de Prométhée, est l'équivalent de Noé. Nous savons que Prométhée était le créateur de l'humanité. Lorsque Zeus, le roi des dieux, décida de détruire toute l'humanité par un déluge, Deucalion construisit un arc dans lequel, selon une version, lui et sa femme sortirent du déluge et atterrirent sur le mont Parnasse. En conclusion, comme au temps de Jésus, les gens exigent des preuves. Avec ces preuves puissantes du déluge mondial, vous pouvez donner une défense gracieuse et raisonnée qui confirme l'exactitude de la Bible dans 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Mais priez aussi pour que le Saint-Esprit ouvre les esprits à ces vérités et ouvre les cœurs pour répondre à l'Évangile. Le salut de leur âme doit être l'objectif final de notre témoignage. Il ne fait aucun doute que le cataclysme du déluge mondial s'est réellement produit, tout comme le récit du témoin oculaire de Dieu dans la Genèse le décrit. La puissance de Dieu, notre Créateur, devrait nous humilier avec crainte et nous faire trembler devant son jugement sur le péché de l'humanité. Mais tout comme il a offert à Noé et à sa famille un moyen d'évasion lorsqu'ils ont construit l'arche, il nous offre le salut en Jésus-Christ pour échapper au jugement de feu à venir. Voir 2 Pierre chapitre 3, verset 7. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Elle était très longue, mais parfois on a besoin de plusieurs arguments pour essayer de fermer la bouche de ces incrédules qui pensent que la Bible est un mythe ou bien qui a été fabriquée par n'importe qui. Sur ce, je vous laisse, prenez tout soin de vous et que le Seigneur vous bénisse. À plus tard pour une prochaine capsule.